Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou. Il faisait nuit dans ce village endormi du Lancashire. Macintosh, qui faisait sa ronde de minuit, était le seul à être encore debout. Mais était-il vraiment seul ? L'agent de police avait la désagréable impression que quelqu'un ou quelque chose l'observait. Une ombre effrayante aux longues oreilles se fit menaçante et Macintosh mit la main sur sa matraque. Mais ce n'était que l'ombre d'un papillon de nuit qui virevoltait autour d'un réverbère. « Albert Macintosh, se dit-il avec lassitude, tu as besoin de vacances. Trop de rondes tardives, voilà le problème. » Et il rentra chez lui. Mais une étrange créature était en effet en chasse. En reniflant avidement, la bête entra furtivement par la porte du jardin de la maison de Madame Mulch, sans se soucier de l'écriteau, protégé par Anti-Pesto. La créature n'avait pas non plus remarqué le nain de jardin, dont les yeux devinrent rouges et commencèrent à clignoter lorsqu'il passa devant, en se dirigeant vers le potager de Madame Mulch. Bip, 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 bip. Dans une maison proche, dans la West Wallaby Street, le portrait de Madame Mulch était accroché parmi ceux d'autres villageois. Les yeux du portrait de Madame Mulch clignotaient. Le détecteur dissimulé dans le nain de jardin venait de déclencher l'alarme du quartier général d'Anti-Pesto. Anti-Pesto était la dernière idée de génie de Wallace, un inventeur fou de fromage, et de Gromit, son fidèle compagnon à quatre pattes. Ils s'étaient associés pour se consacrer à la lutte contre les animaux nuisibles et à la protection des potagers des villageois. Mais à présent, un intrus se trouvait dans le potager de l'un de leurs fidèles clients, et la phase de démarrage d'Anti-Pesto était en cours. Une série d'engins mécaniques construits par Wallace réveillèrent les deux dormeurs, les habillèrent, leur donnèrent à chacun une tasse de thé bien chaud et les installèrent sur les sièges avant de leur fourgon Anti-Pesto. L'alarme ne s'était déclenchée que depuis quelques minutes, mais Wallace et Gromit fonçaient déjà à toute vitesse vers les lieux du crime, dans les rues éclairées par la lune. À leur arrivée chez Madame Mulch, Wallace et Gromit entrèrent en action de façon experte. Grâce à leur collaboration habile, l'intrus se retrouva bientôt dans un sac. Wallace félicita son partenaire. « Un boulot génial, Gromit !» Il se trouve que le mastodonte qu'il venait d'attraper n'était autre que le super potiron de Madame Mulch. Un mignon petit lapin tentait de l'arracher pour en faire son souper. Tout
ce chahut avait réveillé les Mulch et leurs voisins. « Ma fierté, ma joie! Vous l'avez sauvé, Antipesto !» s'écria madame Mulch en parlant de son potiron. Son soulagement était bien compréhensible. Le concours annuel du légume géant se déroulait le week-end suivant à Tottington Hall. Madame Mulch n'était pas la seule à convoiter le fameux trophée de la carotte d'or, qui récompense le légume le plus impressionnant. La foule qui assistait à la scène acclama Wallace et Gromit, qui s'éloignaient en emportant le lapin fautif, bien enfermé dans une cage à l'arrière du fourgon. Le lendemain matin, après une nuit largement consacrée à la protection des légumes, Wallace se réveilla avec un gros appétit. Il fut très déçu lorsque Gromit servit un petit déjeuner léger, sain, exclusivement composé de légumes. Gromit veillait à la ligne de son maître. Wallace tenta de prendre discrètement un quelconque fromage dans son garde-manger secret, mais Gromit l'avait piégé. Le gourmand fut pris la main dans le sac. « Je suis désolé, Gromit, » dit Wallace, plein de remords. « C'est vrai, je craque pour le fromage. » Wallace eut alors une idée. Il pourrait utiliser sa dernière invention ingénieuse, la Mind-O-Matic, pour extirper les pensées ou les désirs fromagés de son esprit. C'est une machine à manipuler la pensée. Cela ne devrait comporter aucun danger, déclara Wallace en se fixant l'engin sur la tête. Ce n'est qu'une légère altération mentale inoffensive. Voilà tout. Mais il n'eut pas le temps de commencer. Au téléphone, Lady Tottington, de Tottington Hall, l'appelait à la rescousse afin d'attraper d'urgence les lapins indésirables. Les terres de Tottington Hall, qu'ils découvrirent bientôt, étaient envahies par les lapins. « Nous savons ce qu'il nous reste à faire, mon vieux, » déclara Wallace. Gromit acquiesça et appuya sur un bouton. L'arrière du fourgon se transforma en une sorte d'aspirateur géant. Gromit alluma l'aspirateur après avoir fixé le suceur sur l'orifice. L'appareil commença à aspirer les lapins, qui se retrouvèrent dans un grand réceptacle en verre. Plus loin, Lady Tottington s'efforçait de dissuader son soupirant Victor Quatermain, qui entendait régler ce problème de lapins en les abattant. Mais Victor n'eut pas le temps de mettre son plan à exécution, car il fut lui-même aspiré. Lorsqu'il fut libéré de la machine, il fila comme un ouragan avec son fidèle chien Philippe sur ses talons. Lady Tottington était ravie de constater que les lapins avaient été capturés en douceur et elle remercia chaleureusement Wallace. De retour à la maison, Wallace expliqua fébrilement à Gromit qu'ils savaient à présent ce qu'ils allaient faire de tous les lapins qu'ils avaient attrapés. Au début, ils les avaient hébergés dans leur cave, mais celle-ci était à présent bondée. L'idée de Wallace consistait à utiliser l'aspirateur à lapins pour exposer les lapins à ses propres ondes cérébrales, extraites à l'aide du casque de la Mind-O-Matic.
les petits lapins n'éprouvaient plus le besoin irrésistible de légumes. Après avoir subi ce lavage de cerveau, ils peuvent être relâchés. Il suffit d'ajouter un peu de puissance lunaire pour renverser et renforcer les ondes cérébrales, déclara Wallace en préparant l'équipement. Allez, en route pour la rééducation des lapins et que ça saute. Mais l'expérience tourna mal lorsque Wallace plaça accidentellement la manette de sa machine en position soufflée. Un petit lapin fut projeté contre le casque de Wallace et ses ondes cérébrales se confondirent avec les siennes. « Ohé, enlève-moi ça !» hurla Wallace. En un instant, Gromit fit voler le casque. Mais malgré cet incident, l'idée semblait avoir fonctionné. Le petit lapin, que Wallace appela Hutch, avait en effet perdu le goût des légumes. Pouah! Ce soir-là, alors que le révérend verrouillé protégeait sa serre, comme tous les heureux cultivateurs de légumes du village, une bête féroce, terrifiante, l'épiait avidement dans l'ombre. La bête suivit le révérend dans l'église, où elle le maîtrisa avant de dévorer les légumes prévus pour l'action de grâce. Elle se déchaîna bientôt à travers les potagers des villageois, en dévorant leurs légumes bien-aimés au clair de lune. Le lendemain matin, c'est avec consternation que Wallace découvrit à la une de son journal « Nuit de carnage légumicide ». Le dispositif de lancement d'Antipesto n'avait pas fonctionné. Wallace et Gromit dormaient pendant que la catastrophe se déroulait. Que faisait Antipesto quand nous avions besoin de son aide ? Disaient les villageois furieux qui assistaient à une réunion de crise dans la salle paroissiale. Mais lorsque le révérend fit le récit de sa rencontre terrifiante avec le lapin-garou, il apparut bien vite qu'il ne s'agissait pas d'un animal nuisible ordinaire. Victor Quatermain, pas impressionné, entendait lui-même abattre la bête féroce. Mais Lady Tottington insista pour qu'Antipesto ait une seconde chance de l'attraper autrement. Comme le soir tombait, Wallace et Gromit se mirent en route pour piéger le lapin-garou, à l'aide de la dernière invention de Wallace, une fausse lapine géante fixée sur le toit du fourgon. « Mon vieux Gromit, c'est le piège le plus fabuleux !» expliqua Wallace en pensant affectueusement à Lady Tottington. « C'est comme cela que nous attraperons la bête. » Mais alors qu'ils traversaient un tunnel bas, le piège fut carrément arraché du toit du fourgon. Wallace fit marche arrière dans le tunnel pour le retrouver. Il faisait sombre et la lune émergeait. Gromit attendit dans le fourgon. Soudain, le lapin-garou apparut. Gromit tenta désespérément d'alerter Wallace en actionnant le klaxon du fourgon. Comme Wallace ne revenait pas, Gromit prit les commandes et poursuivit la bête. À l'aide de l'un des gadgets mécaniques du fourgon, Gromit parvint à prendre la bête géante au lasso. Mais le monstre avait tellement de force qu'il tira sans effort le fourgon derrière lui et l'entraîna sous terre à mesure qu'il creusait. Le fourgon fut entraîné à toute vitesse derrière le lapin-garou jusqu'à ce que le lasso se casse et la bête disparut.
Gromit, déçu, suivit le tunnel sans s'arrêter. Finalement, comme le jour se levait, le fourgon refit surface dans le jardin de Wallace et Gromit. Les traces du lapin géant allaient du terrier vers la maison. Alors que Gromit suivait les traces jusqu'à la porte de la cave, il fut accueilli par Wallace, contrarié, qui avait passé son temps à répondre au téléphone aux clients d'Antipesto, furieux. « Qu'est-ce que tu faisais donc ?» demanda Wallace d'un air fâché. Mais comme il suivait Gromit à la cave où se trouvait Hutch, dans les débris de son clapier, il comprit brusquement. « Hutch est la bête !» s'écria Wallace, horrifié. « Les panneaux lunaires doivent avoir exacerbé sa nature primitive de lapin. C'est absolument inouï. Évidemment, nous avons créé un monstrueux lapin légumivore, mais nous l'avons aussi capturé, comme je l'avais promis à Lady Tottington. » Tandis que Wallace partait précipitamment porter la bonne nouvelle à la dame de ses pensées, Gromit commença à construire un clapier de haute sécurité. Ce n'est que lorsqu'il eut fini qu'il remarqua que les traces du lapin géant n'aboutissaient pas dans la cave, mais continuaient au-delà de la porte. Elles se transformaient progressivement en traces de pas humains qui menaient tout droit dans la chambre de Wallace. C'était Wallace, le lapin-garou, et non Hutch. Horrifié, Gromit fila à Tottington Hall avec le fourgon, mais il n'y trouva que Lady Tottington en train d'offrir à Wallace une visite privée de sa serre secrète, pleine de fruits et de légumes appétissants. Gromit regarda d'un air ébahi à l'intérieur de la serre. La dame montra à Wallace des légumes toujours plus appétissants pour arriver au fleuron des lieux, un spécimen inégalé, une énorme carotte. « Imaginez seulement ce qui pourrait être aussi bon, monsieur Wallace, » murmura Lady Tottington. Pressentant une catastrophe, Gromit parvint à déclencher les gicleurs anti-incendie de la serre, mettant ainsi un terme soudain autant que trempé à cet entretien romantique. Alors que Gromit ramenait son maître trempé à la maison, Wallace essorra son débardeur en laine d'un air fâché, en cherchant à comprendre pourquoi Gromit l'avait trempé. La nuit tombait et ils suivaient un chemin à travers la forêt, mais leur route fut bientôt barrée par un gros tronc d'arbre. Wallace descendit du fourgon pour examiner la situation. Soudain, Victor apparut, brandissant la hache qu'il avait utilisée pour abattre l'arbre. C'était un guet-apens. Victor avait été témoin du rendez-vous de Wallace avec Lady Tottington et il était furieux que Wallace lui gâche ses chances de prendre la dame au piège. « J'ai consacré beaucoup de temps à embobiner cet ami des lapins !» grogna-t-il en se préparant à donner une bonne raclée à Wallace. Mais lorsque la lune apparut, Wallace entama une terrifiante transformation et devint le lapin-garou. Après avoir jeté l'arbre tombé sur le côté, en proie à une aussi grande colère que ses oreilles, la bête détala, laissant Victor et son cabot Philippe horrifiés. Le lendemain matin, Wallace s'assit pour le petit déjeuner, sans se douter le moins du monde de son secret monstrueux, ni du fait qu'il avait à présent des oreilles de lapin. Même lorsque Gromit se servit d'un miroir pour lui montrer son nouvel aspect insolite, Wallace refusa d'accepter l'idée qu'il puisse être la bête qui faisait la une du journal. « Quel idiot tu fais ! Penser que je suis la bête !
Tu diras bientôt que Hutch a pris mon apparence, lui? Ha ha! Mais lorsqu'il vit que Hutch était en effet transformé en son sosie lapinesque, Wallace finit par accepter la terrible vérité. Entre-temps, à la suite de sa rencontre dans la forêt, Victor avait rendu visite au révérend qui lui avait donné 3 balles en or, les munitions spécialement destinées aux chasseurs de lapins-garous. Sous la pression des villageois, Lady Tottington fut obligée de l'autoriser à abattre la bête afin de sauver le concours du légume géant. Wallace passa sa journée à tenter désespérément de réparer le dispositif de la Mind-O-Matic de manière à pouvoir inverser l'expérience fatale. Quand le soir arriva, il était angoissé. « Oh, c'est sans espoir !» dit-il d'un air anéanti à Gromit et à Hutch. « Mon esprit n'est plus qu'une bouillie lapinesque. Je n'arriverai jamais à réparer ce fichu machin. » Et la situation atteignit son comble lorsque la sonnette retentit. C'était Lady Tottington qui venait annoncer à Wallace que Victor allait abattre la bête. En dissimulant ses oreilles de lapin sous un chapeau, Wallace parla avec elle sur le pas de la porte. Mais sous l'effet de la lumière pâlissante, il recommença à se transformer. Alors elle essayait de lui faire part des sentiments qu'elle éprouvait pour lui, mais Wallace fut forcé de lui couper la parole sans ménagement. « Des sentiments, ne vous en faites donc pas, allez, au revoir !» Comme Lady Tottington retournait chez elle en larmes, quelqu'un d'autre arriva dans la West Wallaby Street. C'était Victor, armé de son fusil et de ses balles en or, qui cherchait à abattre le lapin-garou. Gromit savait qu'il devait protéger son maître. Il trouva le lapin qui était tombé du fourgon et grappin à l'intérieur. Ce faux lapin, en prétendant être une charmante lapine géante, attira le lapin-garou dans le jardin. Gromit se mit à faire des bonds à travers les jardins des voisins dans le costume de la lapine géante. Et son maître sautillait avidement à ses trousses. Transformé en lapin-garou. Juste à temps, Victor fit irruption dans la maison, puis sortit dans le jardin. En voyant la bête qui reculait, Victor prit son fusil, visa et tira la première balle en or. Dans le domaine de Tottington Hall, les villageois, rassemblés pour le concours du légume géant, entendirent un coup de fusil, suivi d'un hurlement angoissé de douleur. Pendant que Victor avait accompli sa terrible mission, ils entamèrent les débats avec entrain. Mais Victor avait manqué sa cible. Sa balle avait traversé la tête du faux lapin, manquant Gromit de peu. Le vrai lapin-garou, lui, s'était enfui. Victor, furieux, qui n'avait plus que 2 balles en or, enferma Gromit dans un piège anti-pesto, une cage qui se trouvait à proximité. Et il partit pour Tottington Hall, car il était sûr que le lapin s'y rendrait. Gromit eut une idée. Il parvint à déclencher l'alarme d'un nain de jardin anti-pesto tout proche. Bip, 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 bip. Dans la maison de Wallace, Hutch, qui ressemblait à présent beaucoup à Wallace, fut soudain engagé dans la procédure de démarrage d'antipesto et se retrouva finalement sur le siège du conducteur du fourgon. Saisissant le volant, il sortit du garage en trombe à travers le mur. Le fourgon défonça le piège qui retenait Gromit enfin libéré. Gromit était sur le point de partir porter assistance à Wallace quand il eut soudain une idée. Un plan qui comportait la magnifique courge qu'il avait fait pousser pour le concours. Pendant ce temps, à Tottington Hall, les villageois avaient appris que le lapin-garou courait toujours.
Perdus! Perdus! Vos légumes sont tous perdus! Criait le révérend. Oh, la foule, prise de panique, se précipita au stand du concours pour sauver les légumes. Victor tira sa deuxième balle en l'air. Il dit aux villageois que s'il restait calme, la bête serait attirée par les légumes. Mais Madame Mulch craqua. « Ce n'est rien! Ce n'est rien, mon bébé !» criait-elle en emmenant à toute vitesse son cher potiron dans un landau. En quelques instants, le lapin-garou fonça sur elle, sortant de terre, pour dévorer le précieux potiron. Comme il se dirigeait vers le légume, Victor ajusta son fusil. « Tu vas rejoindre le paradis des lapins, grandes oreilles !» Mais juste au moment où Victor allait tirer, le fourgon déboula, en remorquant la courge géante de Gromit qui était à califourchon dessus, et le lapin géant fut attiré hors de la ligne de mire de Victor. Comme le plan de Gromit avait fonctionné et que le lapin-garou s'éloignait en suivant la courge, les villageois s'en prirent à Victor. « Il s'enfuit !» Ayant un besoin désespéré de munitions, Victor prit le trophée de la carotte d'or des mains de Lady Tottington et le chargea dans son fusil. En entendant les sanglots désespérés de Lady Tottington, la part de Wallace qui sommeillait dans le lapin-garou fut réveillée. Le lapin-garou bondit au secours de la dame et donna un grand coup à Victor avec son énorme patte. En tenant fermement Lady Tottington terrifiée, la bête s'écarta des villageois qui avançaient. Elle grimpa jusqu'au jardin d'hiver de Lady Tottington avec Victor aux trousses. Dans la véranda, Lady Tottington avait peur pour ses chers légumes. Mais lorsque le lapin-garou lui fit un signe, d'un style ressemblant un peu à celui de Wallace, elle comprit. C'est Wallace. Gromit, pendant ce temps, faisait tout ce qu'il pouvait pour venir en aide à son maître. Il avait emprunté un avion pour voler à sa rescousse. Mais Philippe, le chien de Victor, avait détourné un autre avion de manège, et ils étaient à présent tous deux embarqués dans un combat aérien canin. Maintenant, Victor avait atteint le jardin d'hiver. Il tentait d'écarter Lady Tottington pour tirer sur la bête. Lady Tottington était horrifiée. « C'est vous le vrai monstre ici !» cria-t-elle. Mais c'est tout ce qu'elle put faire, car Victor avait coincé le lapin géant sur le toit. Il le mit en joue et fit feu. Dans une ultime tentative pour sauver son maître, Gromit lança son avion dans la trajectoire du boulet de la carotte d'or. Comme l'avion allait s'endommager et s'écraser au sol, le lapin-garou bondit courageusement du toit pour attraper Gromit et amortir sa chute. Un grand coup sur la tête, assené par Lady Tottington avec son énorme carotte de compétition, fit tomber Victor à travers le toit de la tente des fromages, qui se trouvait en contrebas, là où Hutch avait gardé le fourgon. En entendant la foule en colère qui s'approchait à l'extérieur, Gromit saisit rapidement le costume de lapine géante dans le fourgon, fourra Victor dedans et le poussa dehors. La foule, pensant qu'il s'agissait de la bête, pourchassa l'aristocrate jusque dans la forêt. Dans la tente, le lapin-garou gisait, inanimé, reprenant lentement l'apparence de Wallace. Alors que Gromit pleurait sur le corps de son maître, un dernier espoir lui traversa l'esprit. Il saisit un morceau de fromage
et le plaça sous le nez de Wallace. Cela marcha. Bien joué, vieux, dit Wallace, ressuscité, en serrant son ami dans ses bras. Bien joué, nous y sommes arrivés. De retour au bercail, Wallace put enfin résoudre son problème de dédoublement homme-lapin. À l'aide de la machine, réparée, il inversa l'expérience et Hutch et lui retrouvèrent chacun leur vraie personnalité. Gromit fut ravi lorsque Lady Tottington lui remit le trophée de la carotte d'or, un peu cabossée, en récompense de sa magnifique courge. Et Lady Tottington, eh bien, elle était très reconnaissante envers Wallace, car il l'avait sauvée d'un mauvais mariage avec Victor. Elle s'adressa timidement à lui. « Wallace, j'aimerais vous proposer… » Quelques jours plus tard, les amis revinrent à Tottington Hall à l'occasion de l'inauguration du refuge des lapins de Tottington Hall. Alors que Gromit utilisait la machine comme une sifflerie pour disperser les lapins, Lady Tottington insista auprès de Wallace pour qu'il vienne lui rendre visite de temps en temps. « Oh, il restera toujours un peu de moi à Tottington Hall, » répondit Wallace. Et comme Gromit avait réglé la machine à pleine puissance, ce qui avait expédié Hutch dans le parc du refuge, il était évident qu'il avait raison. Allez, vos peluches, bienvenue.